Bonjour à toutes et à tous, nous voici arrivés à la fin de ces émissions de Veolia à Vivatech. Au cours de ces 8 émissions, nous avons exploré ensemble quelques innovations du groupe Veolia et plus largement tenté de trouver des réponses aux grands défis de la planète. Nous avons voulu être concrets pour ne pas tirer de plan sur Mars et nous attacher à réchauffer le futur. Car l'imaginaire collectif en ce moment n'est pas très optimiste. Au fond, on a l'impression que le futur, c'était mieux avant. Pourtant, nous ne sommes pas condamnés au pire, bien au contraire. Le futur peut encore être désirable et même intéressant, surtout si nous arrêtons enfin de l'enfermer dans des cases et de tout vouloir voir en noir ou blanc. Pour conclure notre série, nous vous proposons donc de découvrir un futur plus hybride et donc plus agile que celui qu'on semble nous promettre. Notre prochaine intervenante est là pour révéler le centaure qui est en vous. Elle est docteure en philosophie, diplômée de l'École normale supérieure où elle est chercheur associé. Son livre issu de sa thèse s'intitule « Tous centaures, éloge de l'hybridation ». Voici Gabrielle Alperne. Bonjour à tous. Nous voyons se manifester, depuis le début de la crise sanitaire, une extraordinaire créativité. Des masques de plongée sous-marine se sont transformés en masques pour les hôpitaux. Des boulangeries ont fait des partenariats avec des librairies pour vendre des livres. Des œuvres d'art des musées sont venues jusque dans les maisons de retraite. Et on a même vu des start-up réinventer leur métier en recyclant leur technologie pour l'appliquer à d'autres secteurs, en passant par exemple du sport à la santé. Ces croisements et ces entrecroisements ne s'arrêtent pas là, puisque nous commençons à les percevoir depuis plusieurs années dans presque tous les domaines de nos vies. Les projets de végétalisation se multiplient, par exemple, les fermes urbaines, les potagers, les élevages d'animaux sur les toits des bâtiments se développent au point que la frontière entre les villes et les campagnes tend à devenir de plus en plus ténue. Oui, il y a un véritable entremêlement de la nature et de l'urbanisme. Si nous étions avant dans une société industrielle et que nous sommes passés à une société de services, il devient de plus en plus difficile de distinguer les deux. Et ils tendent à se confondre dans ce que l'on pourrait appeler une société des usages ou des relations. Même les bâtiments deviennent serviciels. Progressivement, il ne s'agit plus seulement de vendre un produit ou un service, mais de créer une relation dans laquelle les clients voudront bien entrer. Nous voyons des signaux faibles, témoignant de ce que les modèles économiques classiques se réinventent. Dans le domaine automobile, par exemple, certaines marques n'hésitent plus à proposer des abonnements. De la même manière, les technologies font émerger des économies immatérielles et virtuelles, aux côtés de l'économie réelle, ce qui invite les entreprises à entremêler les unes à l'autre pour proposer de nouvelles offres et conquérir de nouveaux marchés. L'analyse et la valorisation des data, par exemple, ouvrent la porte à une ère du sur-mesure et de la personnalisation, qu'il s'agisse de votre mode de transport et même de vos vêtements. Les écoles, les universités, les laboratoires de recherche, les entreprises, les administrations publiques commencent partout et de plus en plus à collaborer de manière plus étroite. C'est la logique de la Silicon Valley aux États-Unis ou de l'Institut de technologie d'Israël. Ces approches pluridisciplinaires, voire transdisciplinaires, accroissent le nombre de doubles diplômes, transforment les fiches de poste, les métiers et les modèles organisationnels. Les organigrammes commencent à adopter une approche par compétence au lieu d'une approche par métier, ce qui permet de mieux entrecroiser les postes de direction des systèmes d'information et de direction des ressources humaines, par exemple. Les objets n'échappent pas à la règle, et il s'opère en eux un véritable croisement de fonctionnalités et d'usages. Le téléphone, pour prendre l'exemple le plus trivial, est aussi un réveil, une radio, un scanner, un appareil photo. Il est paradoxalement et tout à la fois un espace et un temps de loisirs et de travail. Les territoires, eux, voient se multiplier les tiers-lieux. Il s'agit d'endroits insolites qui mêlent des activités économiques avec de la recherche scientifique, de l'innovation sociale ou encore des infrastructures culturelles. Ils entrecroisent souvent des logiques économiques et des logiques sociales et solidaires.
Comme si l'économie sociale et solidaire était en train de s'affirmer progressivement comme l'économie de demain. Par ailleurs, les entreprises prennent de plus en plus conscience de leurs responsabilités sociétales. Sous l'effet des transformations de notre société, elles comprennent qu'elles peuvent jouer un rôle vertueux et qu'elles détiennent une partie de la solution pour rendre le monde meilleur. À travers les entreprises, les technologies commencent, elles aussi, à porter cette prise de conscience. Et des réflexions sur l'enfermement algorithmique ou sur les discriminations algorithmiques nourrissent de nouveaux paradigmes. Les modes de consommation et de commercialisation suivent également cette tendance, et l'on voit émerger de nouveaux types de magasins où il ne s'agit plus seulement de vendre et d'acheter, mais également d'apprendre, de jouer, de se cultiver, de se rencontrer. Il y a un entrecroisement non pas seulement des canaux, distanciels, présentiels, mais aussi des usages, des fonctionnalités et des activités. De même, l'émergence de nouvelles formes d'habitat, comme celle du co-living, remet complètement en question l'habitat, le chez-soi, le voisinage, la colocation ou la copropriété, en multipliant plusieurs manières de vivre ensemble sous le même toit. La nécessité pour les entreprises d'adopter un développement durable, respectueux des ressources, se traduit par une réelle transformation écologique. L'économie circulaire, par exemple, est une piste intéressante, puisqu'elle est le miroir du mouvement de base de l'environnement où rien ne se perd et tout se transforme. Nous sentons un mouvement vers le biomimétisme, où il ne s'agit plus seulement d'imiter la nature, mais de comprendre ses mécanismes pour adopter des fonctionnements plus harmonieux avec elle. Toutes ces orientations sont là, et elles peuvent nous donner des raisons d'espérer en des lendemains meilleurs. Pourquoi ? Que symbolisent-elles ? De quoi sont-elles annonciatrices ? Il ne s'agit pas d'éléments anecdotiques éparpillés ici ou là. Même si tous ces éléments semblent très différents les uns des autres, ils sont tous reliés par une même tendance. Une tendance extraordinaire. Les choses n'entrent plus dans nos cases. Les choses, les situations, les objets, les entreprises, les métiers, les lieux, les modèles économiques, la nature, les êtres humains, les idées, les citoyens, les arts, les générations, les secteurs, les sciences et même les bâtiments, non. Plus rien n'entre dans nos cases. Précisément du fait de ces entrecroisements, de ces chevauchements. Cela faisait depuis des siècles que nous avions transformé notre cerveau en une gigantesque usine de production massive de cases. Sans le savoir, nous passions notre vie à découper les choses, les citoyens, les idées, les territoires, les situations, les individus, les activités, les métiers, les politiques publiques, les générations, les secteurs ou les sciences. Oui, nous les découpions pour les ranger dans nos cases. C'est en vertu de cette obsession de cases que nous voulions qu'une école soit une école, un restaurant, un magasin, ou un incubateur de start-up, un incubateur de start-up. Sans le vouloir, nous maltraitions la réalité, parce que nous n'avions pas compris, ou pas accepté, le fait qu'elle contient une part importante d'incasable et d'insaisissable. Nous souffrions de la juxtaposition des mondes, de ces silos à n'en plus finir, de ces cases stérilisantes où l'on voulait nous ranger, de ces étiquettes qui nous étouffaient et dont on voulait nous affubler. Dans les entreprises ou dans les administrations, nous passions nos vies dans des réunions sans vraiment rencontrer les autres, ni parler la même langue que ceux qui étaient assis à la même table que nous. Nous souffrions de tous ces gens qui ne comprenaient pas que l'on puisse être musicien et peintre, artiste et chef d'entreprise, boulanger et mathématicien, philosophe et start-upper, banquier et écrivain, politique et chimiste. Nous souffrions de tous ceux qui ne comprenaient pas que l'on puisse avoir 2 âmes, 3 âmes ou même 1000 âmes. Nous avions construit nos vies autour de notre angoisse de l'hybride, de notre angoisse de l'imprévisible. Toute l'histoire de l'humanité était celle
du refoulement, du rejet, de la tentative d'élimination de l'inconnu, de l'incertain, de tout ce qui ne peut pas entrer dans nos cases a priori. Mais demain peut être extraordinaire, comme en témoignent tous ces signaux autour de nous. Oui, nous commençons enfin à nous réconcilier avec la réalité et à nous libérer des cases, des silos qui nous emprisonnaient. Nous acceptons peu à peu que le monde s'hybride et que l'hybridation soit en passe de devenir la grande tendance de notre temps. Mais tout d'abord, l'hybridation. Qu'est-ce que cela signifie ? Ce terme, plutôt rare dans notre vocabulaire, à part en biologie et dans le domaine automobile, n'était jamais utilisé jusqu'à présent pour faire un compliment. Oui, quand vous disiez de quelqu'un ou de quelque chose qu'il était un peu hybride, ce n'était pas vraiment pour chanter ses louanges. Si ce terme d'hybridation était associé à une image négative dans notre imaginaire, c'est tout simplement parce que nous étions jusqu'à présent transis de peur devant ce qui n'entre pas dans nos cases. Or, c'est justement cela l'hybride. C'est tout ce qui n'entre pas dans nos cases. Mais aujourd'hui, cette peur est en train de disparaître. Oui, cette peur disparaît, nous quittons enfin nos vieilles habitudes de classification et d'étiquetage. Petit à petit, nous commençons à comprendre que l'hybridation peut être une chance. Oui, une chance pour les individus, pour les entreprises et les institutions publiques, comme pour la société. Ce qui n'entre pas dans nos cases nous rend meilleurs, plus intelligents et moins intolérants. Ce qui n'entre pas dans nos cases nous remet en question et nous rend donc moins dogmatiques, plus humbles et plus agiles. Alors concrètement, c'est quoi l'hybridation ? Et si les maisons de retraite étaient aussi des auberges de jeunesse, des jardins potagers et des incubateurs de start-up ? Et si les gares étaient des musées et les musées des écoles ? Et si les hôpitaux se transformaient en salles de concert et les hôtels en bureaux ou en salles de spectacle ? Et si les centres commerciaux se transformaient en résidences d'artistes et les librairies en salons cathédrales ? Et si tous les lieux devenaient des tiers-lieux ? Pour une entreprise, ce qui fera son avantage concurrentiel, ce n'est pas le nombre de données qu'elle a recueillies, mais sa capacité à faire des ponts inédits entre ces données. En un mot, sa capacité d'hybridation. Alors le trésor, ce n'est pas le big data, mais le link data. C'est la capacité de l'entreprise à combiner, à hybrider plus rapidement et plus originalement que les autres des matériaux, des usages, des fonctionnalités et des logiques. C'est ça qui lui permettra de véritablement innover. Et cette approche donnera lieu à des tiers services, des tiers objets, des tierces organisations, des tiers lieux et des tiers usages. Oui, l'hybridation est le meilleur moteur de la créativité et de l'innovation. Il peut y avoir d'autres manières de construire des politiques publiques qu'en rangeant les citoyens dans des catégories absurdes. Il peut y avoir d'autres façons de concevoir et de construire des maisons de retraite pour qu'elles ne soient plus des mouroirs, mais des lieux de vie et d'apprentissage. Des lieux où l'on croise les activités et les générations. On peut redonner du sens à l'économie en la faisant sociale, solidaire et responsable. Alors sourions, car l'avenir sera hybride. Et cet avenir n'est pas si loin de nous. Nous avons déjà commencé à cheminer vers lui et il a toutes les raisons de nous enthousiasmer. Non, ce n'est pas le passé qui donne un sens à l'avenir, mais l'avenir qui donne un sens au passé. Alors sortons de nos cases, construisons des ponts et n'ayons pas peur de nous conjuguer au futur.